Bienvenue dans le monde de la sorcellerie marocaine. Au Maroc, on les appelle sahar, sorcier, ou sahara, sorcière. En arabe classique, la racine du mot sihr provient du verbe sahara, qui fait allusion à une personne malveillante dotée d'un grand pouvoir magique. Dans le contexte de l'islam, on nous enseigne dès le plus jeune âge que la magie ne peut être que l'une des deux choses suivantes. Magie noire, diabolique et destructrice ou charlatanisme et superstition ne reposant sur aucun fondement logique ou scientifique. Le fait est que la plupart des Marocains sont croyants et sont nés musulmans, qu'ils soient pratiquants ou non, et que toute tentative de changer de religion est passible de peine en vertu de la loi marocaine. Si vous êtes né musulman, vous devez vivre et mourir en tant que musulman. A contrario, essayer de changer de religion est susceptible d'envoyer les personnes concernées derrière les barreaux, excepté celles qui ont la chance d'obtenir un visa pour fuir le pays. Étant donné que la magie est citée dans le Coran, le livre saint de l'islam, personne ne saurait contredire cela. Le faire serait un blasphème pouvant également envoyer l'auteur dans le système carcéral marocain surpeuplé. Pourtant, il existe également une croyance populaire selon laquelle le prophète Sulayman aurait ordonné l'exil des djinns, génies, au Maroc, ce qui expliquerait le grand nombre de tombes et de sanctuaires qui leur auraient appartenu, ainsi qu'à leurs nombreux serviteurs qui s'adonneraient également à la magie. Cette riche histoire fait du Maroc une destination incontournable pour quiconque cherche à se spécialiser dans la pratique de la magie ou à se débarrasser de ses effets, car de nombreuses régions du Maroc sont connues pour leur imprégnation de cette culture. En tant que Marocain, j'ai toujours été conscient de l'existence de la magie, mais je ne m'y intéressais aucunement, jusqu'à ce que l'on m'engage pour travailler un mois durant sur une mission de presse pour un média international dans l'objectif d'enquêter sur les raisons pour lesquelles le Maroc compte le plus grand nombre de personnes pratiquant activement la magie. Car ici, la magie se répand comme un virus et elle est souvent pratiquée de manière quotidienne. Cela fait du Maroc l'une des destinations les plus recherchées par les touristes qui souhaitent faire l'expérience du tourisme spirituel, beaucoup plus qu'ils ne veulent découvrir les paysages captivants et pittoresques de notre pays. Ce commerce clandestin n'est pas taxé par le gouvernement et constitue ainsi une source de revenus considérable pour les professionnels de la sorcellerie. Cependant, il est à préciser que cela constitue un tabou. Tout le monde est au courant de cette pratique, mais personne ne veut en parler, surtout pas à un public international. Comme tout Marocain, je savais que la sorcellerie existait aux quatre coins du Maroc, mais je n'avais moi-même que très peu de connaissances sur le monde de la magie, dont beaucoup de gens refusent d'admettre l'existence, même s'il s'agit d'une réalité indéniable. Dieu merci, Internet existe. Nous avons la chance qu'une telle ressource puisse permettre la vérification du bien-fondé de toutes les histoires qui sont publiées. Avant la fin de ma mission d'un mois, j'ai réalisé que j'étais non seulement en plein nid de la sorcellerie marocaine, mais aussi dans l'entourage de sa reine, Rokia. Je suis resté en contact avec elle depuis lors, et c'est elle qui m'a appris que la sorcellerie existait au Maroc depuis des temps immémoriaux, dont seul Allah connaît le commencement. Cette activité est pratiquée comme un métier normal. Selon Rokia, la mission d'une sorcière est simplement de résoudre les problèmes dont les gens souffrent à cause de l'un des drames les plus compliqués, le drame marocain. Lorsque j'étais introduit pour la première fois dans l'univers de la magie noire, Rokia m'a dit « La sorcellerie marocaine, qui est connue dans le monde entier, du moins parmi les personnes qui la pratiquent, est aussi un héritage sacré dans la culture marocaine. C'est une fierté pour notre pays. » La reine de la sorcellerie marocaine poursuivit. Les Marocains doivent être fiers de leur sorcellerie et ils doivent l'avoir essayée au moins une fois. Je n'ai pas de manière plus facile de le dire. Notre sorcellerie a sauvé de nombreuses familles et aidé toutes les classes sociales dans tous les domaines. Je suis éternellement reconnaissant à Rokia de m'avoir ouvert les yeux sur les réalités de la sorcellerie marocaine. Elle m'a fait découvrir la magie sous toutes ses formes, de la magie blanche à la magie rouge, en passant par la magie noire, celle qui fait l'objet du plus haut degré d'intensité. Elle a accepté de me donner accès à tous ces dossiers, à condition que je ne filme rien, ce qui, comme tout reporter le sait, est regrettable, car j'aurais pu rapidement devenir millionnaire avec toutes les preuves et les informations que j'ai recueillies là-bas. C'est dommage, mais je devais tout naturellement respecter sa volonté. Le plus malheureux dans tout ça, c'est que j'ai rapidement découvert une autre facette d'un grand nombre de mes contacts, ceux qui n'hésitaient pas à jeter des sorts.
J'ai failli perdre la tête en découvrant des photos de mes amis jetant des sorts à d'autres amis. Mais ce qui m'a peut-être le plus choqué, c'est de découvrir que des couples que je connaissais avaient fait appel au service de Rakia pour consolider leur union alors qu'ils s'aimaient déjà. Que recherchait-il exactement? J'en ai finalement conclu que les êtres humains ne sont jamais satisfaits. Le média étranger qui m'a engagé pour recueillir toutes ces informations et interviewer Rakia souhaitait évaluer l'impact de la sorcellerie sur la vie quotidienne dans la société marocaine. En assurant cette mission, j'ai eu l'impression d'être comme les autres, hormis les multiples chocs que j'ai reçus les uns après les autres, alors que j'ai découvert jusqu'où les gens étaient prêts à aller pour obtenir ce dont ils rêvaient. S'apercevoir du grand nombre de célébrités marocaines et arabes qui recourent au service de Rakia pour obtenir des sorts qui les aident à progresser dans le showbiz a été un véritable orgasme journalistique pour un journaliste du spectacle. Pourtant, cela s'est transformé en un double orgasme journalistique lorsque le média qui m'avait engagé a décidé qu'il n'était pas intéressé par la relation forte entre les célébrités marocaines et arabes et la magie noire. Cela n'est pas pourvu d'un grand intérêt pour leur public, prétendait-il, étant donné que ce public ne connaissait aucune de ces célébrités. L'une des raisons qui préside à la modification des noms des célébrités dont je parle dans ce livre est le fait que j'explique qu'il est très courant dans le showbiz marocain de recourir à la magie noire pour atteindre la célébrité, la conserver et se débarrasser de tout adversaire qui se dresse sur son chemin. Le pire, c'est que les célébrités font tout cela sans même disposer du moindre talent. Et peu importe que la personne s'appelle Fatiha, Latifa ou Kamal, qui connaît ces personnes et qui s'intéresse à elles dans une autre partie du monde en dehors du Maroc? Mais quel que soit leur nom, ces célébrités ont une chose en commun. Elles jettent et utilisent les sorts de Rakia. C'est très répandu dans le showbiz, admet Rakia. Tout le monde est si avide de gloire qu'ils sont prêts à tout essayer. La sorcellerie est un outil incontournable, surtout chez les stars de cinéma, ce qui vous amène à vous demander si leur vie n'était pas déjà un film. Le succès est l'élément le plus important, surtout pour beaucoup de gens dans le showbiz. Mais maintenant, tout ce que l'on souhaite partout, c'est de l'argent facile et une gloire rapide qu'ils peuvent vendre au public comme s'il s'agissait d'un succès obtenu à la faveur d'un dur labeur. S'il vous plaît. Beaucoup d'entre eux peuvent vivre ce fantasme grâce à la sorcellerie marocaine et aux multiples sorts que Rakia ou d'autres sorcières leur jettent. Si vous me demandiez quel est, selon moi, le crime le plus scandaleux au Maroc, je répondrais immédiatement être connu pour avoir repoussé ses limites. C'est quelque chose que Rakia et moi partageons, indépendamment de tout ce qui différencie nos opinions. Nous éprouvons également la même aversion envers l'hypocrisie marocaine, pour laquelle nous avons tous deux été hués sans cesse et injustement. Traités de traîtres pour avoir servi de miroir reflétant les tares d'une société bien pensante que l'on préfère ne pas reconnaître comme telle. L'un des exemples d'hypocrisie flagrante est la manière avec laquelle le Maroc traite ses femmes. Être une femme au Maroc n'est pas facile, alors qu'en sera-t-il pour une sorcière? Imaginez qu'une fille marocaine est encore évaluée par rapport à sa virginité et que les femmes se battent encore pour dépénaliser les relations sexuelles hors mariage. Les femmes vivent dans une société où les relations sexuelles hors mariage sont considérées comme haram, illicites et illégales. En fait, ces relations sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'1 mois à 1 an, selon l'article 490 du Code pénal marocain. Ainsi, les femmes vivent dans un tiraillement entre modernité et tradition. Beaucoup de Marocains traitent la femme de karba, pute, et la plupart de leurs amis seraient d'accord, tant que ce n'est pas leur mère, leur sœur ou leur femme qui fait l'objet de cette calomnie. Ce sont les aspects de la société marocaine tels que la masculinité toxique, les comportements sexistes et le manque de protection juridique qui restent un défi pour les militantes féministes, entre autres raisons qui amènent les femmes à recourir à la sorcellerie marocaine pour contrôler les mecs sauvages de leur entourage, a déclaré Rakia en souriant. Être une femme au Maroc est sans aucun doute difficile, mais être un journaliste est pire. Beaucoup de mes collègues sont derrière les barreaux pour tout crime dont les autorités marocaines les ont jugés coupables, en particulier ceux qui enquêtent sur des affaires de corruption. En tant que journaliste spécialisé dans le divertissement, je savais qu'il fallait éviter de couvrir la corruption et la politique, et j'ai longtemps été en sécurité. Jusqu'à ce que je couvre le cas d'une célèbre pop-star marocaine qui a été arrêtée à Paris pour viol 2 jours seulement avant le plus grand spectacle à guichet fermé de sa carrière. J'ai strictement rapporté les faits et révélé les détails de ce qu'il a fait.
Mais les fans et le public étaient furieux. Ils ont dirigé toute leur colère et leur animosité vers moi, plutôt que vers la star qui a été accusée pour la première fois aux États-Unis en 2010 d'avoir violé et battu une femme de New York avant de quitter le pays en tant que fugitif. Même le New York Times a titré son article « La pop star marocaine fait face à une troisième accusation de viol en France ». Les faits étaient connus. Il avait déjà été accusé à de nombreuses reprises dans des pays où les droits de l'homme sont réellement respectés. Les filles de ces pays bénéficient de leurs droits. Ainsi, elles n'ont aucun problème à déposer des plaintes auprès de la police. Au Maroc, la plupart des filles ne signalent pas les agressions sexuelles à la police, car elles risquent d'être arrêtées faute de pouvoir répondre à la question « D'abord, que faisais-tu seul avec ce type ?» Si vous êtes célibataire et que vous traînez seul avec une personne de sexe opposé, vous risquez de perdre votre liberté. De nombreuses jeunes Marocaines ont été arrêtées après avoir omis de fournir un certificat médical prouvant leur virginité. Dans la plupart des autres cas de viol, le juge propose un ultimatum au violeur, soit épouser la fille qu'il a violée, soit aller en prison. Devinez quoi? Tous les hommes préfèrent se marier plutôt que de pourrir en prison. Lorsque des journalistes étrangers ont évoqué le cas de la pop star et l'ont traité de violeur, aucun Marocain n'a réagi. Il faut vraiment visiter le Maroc pour comprendre l'impact énorme de la suprématie blanche sur les Marocains. Mais bien sûr, lorsque j'ai parlé de l'affaire sur une chaîne étrangère, comme je travaillais pour Al Arabi à l'époque, mes compatriotes étaient plus préoccupés par le fait que j'étais un Marocain dénonçant un autre Marocain que par le cas réel de viol et d'agression sexuelle dont les autres médias parlaient également. On m'a accusé d'avoir donné une mauvaise image d'un frère et on m'a automatiquement traité de traître, car il existe un hadith, une parole du prophète Mohammed, qui dit « Aide ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé ». Ils veulent que vous souteniez vos frères, qu'ils aient raison ou tort, mais ils semblent oublier la fin du hadith. Or, on y apprend justement que c'est bien d'aider son frère s'il est opprimé. Mais comment devrions-nous l'aider si c'est lui l'oppresseur? Le prophète répondit « En l'empêchant d'opprimer les autres ». Notre peuple prend les morceaux de vérité qui lui conviennent et qui correspondent à ses désirs. Désolé, mais je n'édulcore pas la vérité. Vous devez l'accepter comme une pilule amère. Le reportage que j'ai élaboré sur cette seule histoire a suscité une telle controverse chez les fans de cette star qu'ils ont tout essayé pour me châtier, depuis le piratage de mes réseaux sociaux et le harcèlement en ligne, jusqu'à la création de mèmes où j'étais représenté comme une femme en jupe et lourdement maquillée. Regardez jusqu'où peuvent-ils aller quand vous ne faites que votre travail et rapporter des histoires. Imaginez ce que j'endure chaque jour simplement parce que je suis une femme et une sorcière, fait remarquer Rekia. À l'époque, la pop star en disgrâce avait été jugée par la justice française depuis plus d'1 an et demi pour le viol et l'agression d'une femme française. Il venait d'être libéré avec un bracelet électronique à la cheville lorsqu'il a refait parler de lui à cause d'un tout nouveau scandale sexuel, alors que le premier n'avait même pas encore été entièrement résolu. Un de mes amis, un journaliste français, m'a fait part de cette nouvelle que j'ai immédiatement postée sur les réseaux sociaux alors que je m'apprêtais à m'envoler pour Los Angeles. Beaucoup de mes collègues n'ont pas réussi à joindre la pop star au téléphone. Ainsi, ils n'ont eu que d'autre choix que de publier une capture d'écran de mon message Twitter annonçant la mauvaise nouvelle. Cela a choqué la nation car personne ne pouvait croire qu'il avait été arrêté à nouveau pour la même raison. Pendant ce temps, l'information n'avait pas encore été confirmée par les autorités françaises et le fait que cela se soit passé un dimanche n'a pas aidé. Très vite, mes messages ont été suivis de menaces de mort et d'insultes en tout genre. Bien sûr, une fois que l'officier français a confirmé l'arrestation à une chaîne d'information locale, nombreuses sont les personnes qui ont été choquées de découvrir que j'avais fait mon travail de journaliste professionnel et que j'avais obtenu l'information auprès de la source. Ceci, bien sûr, est la raison qui explique la jalousie dont je fais souvent l'objet. Beaucoup de gens pensaient qu'il s'agissait d'un complot dont je faisais partie. D'autres ont même affirmé que c'était moi qui avais pris la photo de la star quittant l'hôtel avec des menottes. Beaucoup de gens se sont inquiétés à propos des jeunes, les Marocains de demain, qui témoignent un soutien inconditionnel à une personne accusée de viol. Une vidéo montrant une femme manifestant avec d'autres devant le consulat français au Maroc est devenue virale. Elle disait en substance qu'elle souhaitait pouvoir obtenir un visa pour aller en France et arracher les cheveux de la victime. Sans surprise, la victime en France a également reçu toutes sortes de menaces insensées.
Je n'oublierai jamais la fille stupide qui a dit à haute voix, en direct, devant la caméra: « Pourquoi irait-il dans un pays avec des lois comme la France et se ferait-il arrêter pour agression sexuelle alors qu'il pourrait rester au Maroc et le faire autant qu'il le souhaite ?» Rokia a ri en me montrant la vidéo et à chaque fois que je la regardais, je ne pouvais que rire aux éclats. Cet événement n'est que l'une des innombrables histoires folles auxquelles j'ai survécu tout au long de ma carrière et dans laquelle la magie noire est également impliquée. Vous voyez, des fans fous de la pop star ont un jour jeté un liquide noir malodorant autour de l'entrée de l'immeuble où je vivais à l'époque. Lorsque j'ai montré à Rocky les photos que ma femme de ménage m'avait envoyées par SMS, elle m'a dit que j'avais de la chance de n'avoir pas été au Maroc lorsque cela s'était produit, car les choses auraient mal tourné si j'avais marché dessus. Depuis ce jour, mon respect pour ma femme de ménage a doublé, tout comme son salaire. Il y a 2 sortes de femmes de ménage au Maroc. Celles qui assurent vos arrières, comme la mienne, et celles qui peuvent être facilement soudoyées pour introduire des sorts dans votre maison, votre nourriture ou votre boisson. Avec la mienne, j'étais en sécurité. Non seulement elle s'en était débarrassée avant mon retour, mais elle l'avait également nettoyée avec sa propre urine. Elle avait su quoi faire. Elle l'a fait parce que cette pratique est si répandue et personne n'est plus exposé au sortilège que les loyales femmes de ménage. Elles reçoivent tous les effets négatifs en nettoyant la merde. Mes histoires sur les réseaux sociaux, où je savourais du champagne à West Hollywood en particulier, ont particulièrement exacerbé le courroux des fans de la pop star à mon égard. Mais je n'ai pas fait de commentaires sur le fait qu'ils me bloquaient sur les réseaux sociaux. J'ai appris à accepter le jugement et la haine des gens et à vivre avec. Ma tolérance envers les idiots est extrêmement faible, ce qui, je crois, m'a aidé à me constituer une immunité contre eux. Je n'étais pas désolé de ce que j'avais dit, et je ne l'ai pas retiré. Pour moi, une vérité non dite est un mensonge. J'avais fait tout ce chemin dans la vie en vivant honnêtement et en faisant ce qui était le plus important pour moi, selon mes propres convictions. Comme je l'ai dit, être une femme au Maroc est un défi considérable, et être journaliste est un autre niveau de difficulté. Imaginez maintenant être une femme journaliste. Je suis sûr que vous avez une idée de la situation. Je suis incapable de vous dire combien de fois j'ai vu mes collègues féminines être menacées, insultées et d'une manière générale traînées dans la boue parce qu'elles ont osé faire la lumière sur les problèmes qui existent dans un pays en véritable quête d'identité, mais qui reste englouti par des idéaux d'une autre époque. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles je remercie Dieu de me bénir et de me permettre de me réveiller chaque jour aux États-Unis, un pays où je n'ai pas à renoncer à ma liberté d'expression et où je peux m'exprimer à ma guise sur les réseaux sociaux. En Amérique, peu importe ce que disent les messages de haine que je reçois quotidiennement ou les brimades que je subis de la part de ce qu'on appelle au Maroc les mouches électroniques, des groupes de personnes qui sont payées par des organisations ténébreuses pour signaler sur les réseaux sociaux toute story destinée à exposer quelque chose qu'ils ne veulent pas voir révélé. Je soutiens pleinement tous les journalistes qui croient encore en la valeur de leur profession au Maroc. Je savais juste qu'il y avait une meilleure façon de s'y prendre. Néanmoins, je suis reconnaissant que mon séjour au Maroc m'ait permis de croiser le chemin de Rokia, qui est l'une des sorcières les plus puissantes, les plus intimidantes et les plus dures que vous ne voudriez jamais affronter, car votre vie pourrait être détruite en une seconde. Bien que beaucoup de gens la qualifient de défenseuse du vice, j'ai un grand respect pour elle, car elle est capable de s'assurer une bonne vie pour elle-même et pour son entourage. C'est une femme pas comme les autres. Elle a défié la société et s'est rangée du côté des femmes exclues qui cherchent une protection dans une société schizophrène. Beaucoup de gens au Maroc, y compris ses détracteurs, ne pourraient que rêver d'avoir son pouvoir et son style de vie. Pourtant, elle a provoqué plusieurs personnes et nous a plongés au cœur de l'insupportable et horrible vérité. Ses clients ne sont pas seulement des gens ordinaires et des riches, mais aussi des politiciens et des élites. Leur nombre augmente pendant les élections et les périodes de crise politique. Cette femme est à la fois impressionnante et dérangeante. Elle est dotée d'une forte personnalité. Elle est diplomate, forte, énergétique et n'aime pas tergiverser. Son style est audacieux. En effet, elle doit être solide pour survivre aux conspirations et aux sorts qui lui sont jetés pendant les guerres constantes et les luttes de pouvoir entre sorcières. Elles sont jalouses du style de vie de Rokia, qui voyage en jet privé et qui se fait payer par ses puissants clients internationaux.
Rakia maintient magistralement sa position et sa réputation parmi les riches et les célébrités, en dépit du chaos, sans tenir compte des nombreux sites web et blogs qui regorgent de centaines de saharat, sorcières et de sheikhs marocains qui surestiment largement leurs propres capacités. Rakia m'a appris que la magie du Maroc n'est pas limitée à des groupes sociaux, des âges ou à des classes spécifiques. En fait, les ignorants, les lettrés, les titulaires de maîtrise et de doctorat, ainsi que les personnes occupant des postes importants et sensibles, peuvent tous y avoir recours. Lorsque le diable s'empare de quelqu'un, son désir de vengeance grandit, son origine n'a aucune importance. Cette situation n'est pas nouvelle. Les premiers écrits arabes et islamiques ont documenté l'origine du phénomène de la sorcellerie au Maroc il y a bien longtemps. En fait, ils ont également détaillé la dépendance des autorités politiques suprêmes à l'égard de cette pratique. Cette culture active de la sorcellerie conduit souvent à l'émergence de stéréotypes négatifs sur la société marocaine. Par exemple, les femmes marocaines sont connues dans les pays du Golfe pour leur tendance à utiliser la magie et la sorcellerie. Une recherche rapide sur Internet révèle d'innombrables expériences personnelles et articles mettant en garde contre les capacités surnaturelles des magiciens marocains. Certaines femmes saoudiennes ont même signé une pétition visant à empêcher les Marocaines d'entrer dans le royaume, car elles estiment que ces dernières menacent leur mariage en raison de leur pratique ancienne de la sorcellerie. Cette idée peut sembler farfelue, mais en fin de compte, la pétition a effectivement conduit à des restrictions d'entrée aux frontières pour les femmes marocaines. Les moins de 35 ans sont soumises aux conditions les plus sévères. Elles ne font pas seulement l'objet de sévères restrictions d'entrée en Arabie saoudite, mais également dans d'autres pays du Moyen-Orient. Rakia est toujours consciente qu'elle suscite beaucoup de critiques et se met en danger en brisant les tabous de la société. Pourtant, elle est également consciente que la sorcellerie est une tumeur maligne et cancéreuse répandue dans la société marocaine. Il existe une représentation traditionnelle et stéréotypée des sorcières au sein de la société. Néanmoins, Rakia fait figure d'exception. Elle défie ce stéréotype en fournissant des emplois stables aux personnes de sa communauté, en récompensant toujours les plus loyaux, en les faisant admettre dans son entourage. Elle a gagné mon respect par la façon dont elle a usurpé et assuré sa position de reine de la sorcellerie. L'islam n'est pas sa religion. La sorcellerie est tellement importante dans sa vie qu'elle lui sert de foi et de religion. N'importe quel Marocain vous dira « Je crois à la magie et à son impact négatif sur les gens », comme le mentionne le Saint-Coran. Par exemple, aucun Marocain ne verse de l'eau chaude dans l'évier sans avoir peur, car nous avons grandi avec l'idée qu'un djinn s'incarnera et hantera votre âme. Aïcha Kandisha, la légende de la sorcière marocaine. Le patrimoine marocain regorge de légendes et de récits de djinns, de personnages magiques et d'orques. Aujourd'hui encore, ces récits sont transmis de génération en génération au point d'être profondément ancrés dans l'imaginaire du peuple marocain. Ainsi, des millions de personnes en recherchent les preuves matérielles. Aïcha Kandisha ou Lele Aïcha, la dame des marais, a été appelée par de nombreux noms dans les contes marocains. Par son influence et sa notoriété, elle est devenue une légende. C'était une très belle femme aux longs cheveux noirs et portant une robe blanche fluide. En dessous, ses pieds ressemblaient aux sabots d'un chameau ou d'une chèvre. L'histoire de Aïcha Kandisha est l'une des plus célèbres de l'histoire du Maroc. Son histoire continue d'être racontée jusqu'à ce jour, amenant ainsi de nombreux Marocains à croire qu'il s'agit d'une histoire vraie. La légende raconte qu'Aïcha apparaît la nuit dans les forêts et, grâce à sa beauté indescriptible, séduit tous les hommes qui la voient. Elle les attire dans sa tanière, les tue, se nourrit de leur chair et boit leur sang. On ne saurait la vaincre que par le feu. Comme la plupart des Marocains ont grandi avec cette histoire, Aïcha Kandisha est devenue une partie de nos cauchemars. En vertu d'autres légendes marocaines, on enterre un couteau en fer ou en acier pour faire fuir la Jennia, la femme du djinn, et protéger la victime. De nombreuses mères plaçaient un couteau ou du cèdre près de l'entrée de leur maison afin de protéger leurs enfants de la Jennia. Ces pratiques sont également ancrées dans notre imaginaire. De cette façon, la magie a toujours fait partie de notre vie quotidienne. Rakia a également révélé l'existence de marchés noirs clandestins où les gens dépensent des fortunes pour acheter des organes d'animaux, des débris de verre provenant d'accidents de voiture, des vêtements tachés de sang ou d'autres objets personnels, pour ne citer que quelques exemples. En réalité, cela dépasse la fiction pour moi, car c'est tellement irréel. Mais Rakia me rappelle toujours que cela fait partie de notre culture.
Elle m'a également montré comment les stars marocaines volent leurs riches maris au Moyen-Orient, où les femmes marocaines ont la pire réputation qui soit, en leur jetant des sorts pour en prendre le contrôle, les rendant ainsi comme des anneaux autour de leurs doigts. Pendant ce temps, d'autres sorts sont jetés sur la famille du mari pour s'assurer qu'elle ne se révoltera pas. Dans notre culture, un proverbe dit « On ne peut pas cacher le soleil avec un tamis », ce qui signifie que les Marocains essaient de cacher ce qui se voit déjà. La magie noire et l'image des prostituées marocaines vont de pair. C'est la réalité, mais nous refusons d'y faire face. Actuellement, des milliers de femmes marocaines vivent de la prostitution dans les pays du Golfe. Mais n'oublions pas non plus les Marocaines qui continuent à perpétuer les réseaux de prostitution touristique à Marrakech et à Agadir. Qu'est-ce qui rend le Maroc célèbre pour être la terre sainte de la sorcellerie? J'ai demandé cela à Rakia dans l'espoir qu'elle puisse m'aider à comprendre pourquoi le Maroc a une si mauvaise réputation en matière de sorcellerie et pourquoi les femmes marocaines sont appelées sorcières dans le monde entier. Heureusement, elle me l'a expliqué de manière simple. L'homme marocain et l'homme arabe sont tous deux dotés d'une personnalité autoritaire. Ils sont dominants et ont une haute opinion d'eux-mêmes en raison de leur statut d'homme. En tant que patrons de la maison, ils utilisent les privilèges qui leur sont accordés par la société et qui font que la femme marocaine et arabe a un statut inférieur, sans compter que la religion leur permet d'avoir 4 épouses simultanément. Ainsi, les femmes marocaines recourent à la sorcellerie depuis des siècles pour contrôler leur mari, car ni la loi ni la religion ne les y aident. Elles ont donc recours à la magie au lieu de demander le divorce, qui est toujours considéré comme un péché au sein d'une société traditionnelle qui n'a aucune pitié pour les victimes de mariages ratés et qui voit les femmes divorcées comme des marchandises usagées. Pourtant, l'homme peut se marier quand il le souhaite et a le plein droit d'avoir 4 femmes en même temps, a-t-elle expliqué. Rakia poursuit. Pour faire face à cette situation compliquée, il est facile pour les femmes marocaines de jeter des sorts en brûlant par exemple les ongles d'une huppe, un oiseau semblable à un pic, avant de les mélanger à une boisson que l'on donne au mari pour le protéger contre la tentation d'autres femmes, ou encore le couscous qui est fait avec une tête de chien mais qui est présenté comme une tête de mouton que l'on sert au mari afin de l'obliger à obéir et à satisfaire les moindres désirs et demandes de sa femme, même si celles qui s'adonnent à ces pratiques savent que la loi et la société ne les soutiendront jamais. Le divorce reste toujours la faute des femmes. Ainsi, il est intéressant de noter que l'ignorance et la pauvreté occasionnent les connaissances ésotériques au fil des âges et la crise d'identité que beaucoup de gens vivent face à la multiculturalité qui règne au Maroc. Dans ce livre, je vous révélerai bien d'autres histoires sur les femmes marocaines et leurs méthodes d'envoûtement destinées à soumettre et à garder leur mari. Attention, ne les essayez pas chez vous. Ainsi, la magie constitue une sorte de contre-pouvoir, une stratégie de résistance. Au Maroc, cette notion de contre-pouvoir est d'autant plus cruciale que les femmes recourent à la plupart des rituels magiques pour se protéger, inverser la domination au sein d'une relation ou se doter d'un certain pouvoir. C'est aussi un symbole troublion de la lutte féministe. L'archétype de la sorcière est aujourd'hui plus présent que jamais. Tantôt il paraît comme dérangeant, car il bouleverse le statu quo et l'ordre établi, tantôt il est fantasmé en raison de sa similitude avec la figure de la femme fatale sursexualisée. L'existence de la sorcière nous amène à nous interroger sur notre rapport au monde, aux autres, à notre corps et à la nature. On dit également qu'il existe une école qui enseigne la magie au Maroc, un endroit où les professeurs sont les cheikhs de la Zaouïa de Bouya Omar, le siège de la grande cour des djinns. On dit aussi que les nombreux magiciens marocains qui connaissent cette école se trouvent dans la grotte de Daniel, du nom du prophète Daniel. Selon de nombreuses sorcières, un grand rocher bloque la porte de la grotte, mais celle-ci s'ouvre tous les 9 mois, ou lors d'une année magique, pendant une journée entière. C'est à ce moment-là que ceux qui souhaitent apprendre la magie peuvent accéder à la grotte. La grotte de Daniel contient de grandes pierres et des talismans magiques, et une fois qu'un étudiant entre dans la grotte, il y reste pendant 9 mois pour apprendre la magie et exploiter le pouvoir des elfes. À la fin, soit les elfes le servent et il devient un magicien, soit il sort fou de la grotte, ou pire, mort. De nombreuses femmes marocaines ont recours à la sorcellerie pour imposer leurs propres lois au sein de la vie familiale, car elles ne peuvent pas compter sur le tribunal, qui ne les protège absolument pas. J'ai toujours dit qu'il y a bien un sens de la justice au Maroc, mais qu'il est corrompu.
En vérité, je ne reproche pas aux femmes de faire tout ce qu'il faut pour éviter de passer par le système judiciaire marocain, qui ressemble à un trou noir, que j'ai moi-même traversé en tant que victime. Je ne voyais ni la lumière, ni le bout de ce tunnel. Imaginez une personne analphabète ordinaire qui, comme la plupart des habitants du pays, n'a pas les moyens de passer par le processus de corruption. Cela m'a permis de comprendre pourquoi les femmes marocaines usent de toutes sortes de magie noire pour survivre dans une société où l'inégalité criante entre les hommes et les femmes est toujours de mise. Néanmoins, je dois noter que la situation des droits des femmes au Maroc s'est légèrement améliorée par rapport au passé. Elle fait de temps en temps l'une des journaux pour divertir la population et calmer ceux qui militent pour les droits des femmes et alimentent la controverse à ce sujet. Mais ces changements mineurs n'empêchent toujours pas les femmes de là-bas d'utiliser les recettes de grand-mère pour contrôler les gens autour, ne considérant pas ainsi la loi comme une option viable. Pour être honnête, j'ai de l'empathie pour ces femmes sans pouvoir. Celles que je ne supporte pas sont celles qui se prennent automatiquement pour des stars, des célébrités et des influenceuses. Le sujet de mon livre. Ces personnes sont sans limite lorsqu'il s'agit d'utiliser la sorcellerie. Elles ne l'utilisent pas pour vivre heureuses avec l'homme de leurs rêves. Bien au contraire, elles s'en servent plutôt pour se venger de leurs adversaires et pour soumettre ou garder leurs maris comme des jouets malléables entre leurs mains grâce à tous les sorts qu'elles lancent et font manger à leurs partenaires. Ce sont elles qui sont les plus dangereuses. Elles prétendent être des filles de bonnes mœurs, mais en vérité, elles passent plus de temps chez les sorcières. J'ai une tolérance zéro pour les conneries de ces prostituées. Je suis tellement dégoûté et honteux d'être marocain à chaque fois que je vois de fausses influenceuses poster des photos de leurs parents voyageant en première classe du Maroc à la Mecque, la plus sainte de toutes les villes musulmanes et le lieu de naissance du prophète Mohammed, pour faire le Hajj, le pèlerinage que chaque adulte musulman doit accomplir au moins une fois dans sa vie. Le Hajj est le 5e des rites musulmans fondamentaux, connu sous le nom de 5 piliers de l'islam. Et bien qu'il soit censé être sacré et spirituel, les parents sont tout simplement heureux de voyager en première classe ou en classe affaires et de séjourner dans les hôtels les plus luxueux. Dans les vidéos postées par leurs filles dites célèbres, la plupart de ces parents disent « Allah yardi alik, ya benti » « Que Dieu te bénisse, ma fille ». Ok, on a compris. Votre fille l'a payé. Mais comment ? C'est la question qui donne envie à ces garces de vous tuer si vous la posez publiquement, car elles ne veulent pas que le public le sache. Je le sais par expérience, et cela a ouvert les yeux de beaucoup de gens qui ne voyageaient pas, car il est très difficile d'obtenir un visa pour quitter le Maroc. Il est difficile d'expliquer aux gens combien coûte un billet d'avion en première ou en classe affaires, et comment ces filles, qui font une pub ou un clip dans leur vie, appellent cela une carrière. Elles s'inventent une fausse célébrité, une fausse carrière et une fausse vie pour justifier le fait qu'elles soient riches. Pourtant, leur style de vie est ancré dans une société où elles vous détesteront si vous faites mieux qu'elles. Ces parents ignoreront toujours vos questions sur comment leurs filles ont-elles pu se permettre ce style de vie et ont-elles permis à leurs parents de voyager alors qu'ils vivent dans un pays où le salaire minimum mensuel est inférieur à $300. Rokia a commenté après mon coup de gueule « Elle te dirait qu'elle travaille au Moyen-Orient ». Je pense que nous sommes tous au courant de la nature du travail, ai-je répondu. Écarter les jambes si haut pour obtenir la fierté de leurs parents, dit Rokia en riant. Le pire, c'est que le gouvernement saoudien est incapable de contrôler l'afflux de près de 2 milliards de musulmans, dont la plupart économisent de l'argent tout au long de leur vie pour accomplir un rite une fois dans leur vie, qui souhaitent se rendre à la Mecque. Ainsi, ce gouvernement a fixé des quotas limitant le nombre de citoyens autorisés pour chaque pays. À leur tour, les pays ont établi un système de loterie. Et devinez qui gagne chaque année ? Les riches et les parents des fausses influenceuses et des soi-disant célébrités. Comment ? En glissant une enveloppe sous la table à celui qui est en charge. Je ne suis pas tellement croyant moi-même, mais payer un pot de vin, n'est-il pas haram, un acte interdit par l'islam ? Tout le voyage n'est-il pas le haram alors ? Faire semblant de ne pas savoir que votre fille a des relations sexuelles avec des hommes âgés dans des suites haut de gamme du Moyen-Orient juste pour payer votre voyage à la Mecque, n'est-ce pas haram ? Une déclaration de Rokia que je n'oublierai jamais est « On ne peut jamais se battre, courir ou gagner contre le PV. » Pouvoir du vagin. Rokia m'a ouvert ses portes et m'a laissé entrer dans son monde, et je comprends maintenant que ces salopes feront tout ce qu'il faut pour briller dans une société basée sur les apparences, où l'on est respecté en fonction de la marque de voiture que l'on conduit, de la montre que l'on porte et de tout ce que l'on exhibe. Vous pourriez très bien être le diable à l'intérieur et ils s'en moqueraient, car plus vous montrez,
plus vous êtes respecté et apprécié. Aujourd'hui encore, je n'arrive pas à comprendre ce qui amène de nombreux clients de Ruqyya à faire du mal gratuitement à d'autres personnes en payant d'énormes sommes d'argent pour qu'elles leur jettent des sorts. Oh, et le plaisir qu'ils en retirent. Depuis que je suis dans ce métier, j'ai appris qu'il n'y a pas de compassion dans le showbiz. Par nécessité, je me suis familiarisé avec les coups bas qui, au fil du temps, se sont perfectionnés au point de dépasser les limites du versatile. Les lecteurs qui ont lu mes articles, suivi mes apparitions à la télévision ou entendu parler de moi connaissent déjà mes domaines d'expertise et peuvent probablement deviner les sujets qui seront abordés dans ce livre. Quant aux nouveaux venus qui me découvrent, ils seront initiés et pris par la main alors que je les conduirai vers des découvertes qui, je l'espère, les éclaireront sans les décevoir. J'ai envie de partager avec vous tout ce que j'ai vécu avec Ruqyya, la reine de la sorcellerie au Maroc. Ce livre est un exposé qu'aucune de ces fausses influenceuses ne veut que je publie. Bien sûr, elles ne veulent pas que le public remette en question leur mode de vie. Au Maroc, les gens n'ont pas de numéro de sécurité sociale, mais ils ont une carte d'identité. La plupart des femmes dépendent culturellement et religieusement de leurs maris arabes et marocains, et ces hommes ne permettent pas à leurs femmes de travailler, même si elles sont extrêmement pauvres. Sur leur carte d'identité, elles avaient l'habitude d'inscrire le mot « sang » comme profession. Mais depuis que tout est biométrique, Dieu merci, l'inscription de la profession a été supprimée. L'impôt général sur le revenu est automatiquement déduit des salaires des filles qui travaillent pour les administrations publiques, mais la majorité de la population féminine est toujours payée au noir pour des emplois tels que ceux de femmes de ménage ou de cuisinières. Beaucoup de fausses influenceuses dans le showbiz listent le divertissement comme leur profession, mais leur statut officiel dans la société est toujours sans emploi. Je veux dire que beaucoup d'entre elles sont employées la nuit, si vous voyez ce que je veux dire. Elles obtiennent tout leur argent sous la table et sur le lit aussi. Bref, une enseignante au Maroc est obligée de payer des impôts sur son salaire, mais beaucoup de ces prostituées de la nouvelle ère créent de fausses SARL qui opèrent dans un domaine vague comme les relations publiques ou la mode, c'est-à-dire tout ce qui est intraçable et qui facilitera le blanchiment d'argent et donnera l'impression de travailler en toute légalité. Ceci étant dit, ces prostituées modernes ne s'arrêtent pas là. Elles exploitent également la période de grâce fiscale de 5 ans que le gouvernement offre afin d'encourager les gens à créer leur propre société et à payer des impôts. Après 5 ans, les prostituées se déclarent en faillite et on crée simplement de nouvelles sociétés pour éviter d'attirer l'attention du fisc marocain. Après avoir fait de nombreuses faillites, elles en créent de nouvelles au nom de proches. Souvent, elles utilisent le nom de leur mère analphabète qui ne savent même pas à quoi correspondent les documents qu'elles signent, mais elles bénéficient de nombreux avantages qu'elles n'ont pas eu la chance d'obtenir quand elles avaient l'âge de leur fille. L'exemple parfait du type de mère que je déteste et avec lesquelles j'ai eu quelques conversations sont celles qui ont été convaincues par les mensonges de leur fille. L'une d'entre elles a expliqué que sa fille est une travailleuse acharnée et importante pour la société grâce à sa nouvelle SARL, que la nouvelle génération de filles est assez intelligente pour créer. Elle les utilise pour tromper la société au sujet de leur fortune, mais de nombreux Marocains soupçonnent qu'il s'agit d'argent sale et provenant de sources ténébreuses. Pourtant, la plupart des mères sont au courant de la véritable nature du travail de leurs filles et la plupart du temps la véritable source de l'argent. Elles savent qu'il provient du Moyen-Orient, où tout est généré par le PV, le pouvoir du vagin. Cependant, elles préfèrent fermer les yeux. Certaines d'entre elles vont même jusqu'à se vanter des relations entre leurs filles et des personnes influentes comme des notables, des financiers et des hommes d'affaires. Cela les rend bien sûr plus importantes que les autres travailleuses clandestines du sexe au Maroc, celles qu'on appelle Karba Dial Trottoir, les prostituées de rue. Même moi, je me faisais une fausse idée de ces filles jusqu'à ce que je devienne membre de l'organisation de lutte contre le sida au Maroc et que je commence à les rencontrer et à leur parler. Plus je me familiarisais avec leurs histoires, pleines de pauvreté, de souffrance et de circonstances terribles, plus j'éprouvais de la sympathie pour elles. L'expérience que j'ai vécue en apprenant à les connaître m'a définitivement fait changer d'avis à leur sujet. Et maintenant, je les défends même lorsqu'on m'interroge sur les controverses des fausses influenceuses. Une de mes déclarations sur ces femmes est devenue virale au Maroc. J'ai un énorme respect pour ce que les Marocains appellent les prostituées de rue, qui n'ont pas d'autre alternative que de vendre leur corps pour faire face aux dépenses et aux frais de la vie quotidienne et pour nourrir leur famille. Beaucoup plus que pour celles qui, sous le couvert du showbiz, se prostituent pour obtenir les téléphones portables les plus branchés, les billets de première classe, les vacances de rêve et tout ce qui va avec, à l'extérieur de notre terre de drama.
Les mères ou les parents dont j'ai parlé plus haut tolèrent la prostitution de leurs propres filles. En fait, elles sont très appréciées par leur famille, car ces filles ignobles sont bien habillées et portent les dernières marques. Elles conduisent des voitures de sport et brillent dans une société qui respecte les gens pour ce qu'ils ont, ce qu'ils possèdent et ce qu'ils montrent. Une société caractérisée par l'hypocrisie et la contradiction qui décrit la prostitution comme haram, illicite, mais son argent comme halal, licite. Bien que la législation marocaine criminalise les relations sexuelles illégales et punisse les prostituées et leurs clients d'une peine d'emprisonnement, la prostitution existe toujours et constitue un temps fort. Elle a évolué vers un chaos total en raison de l'absence de réglementation par le gouvernement. En même temps, le dernier reconnaît son existence et en profite, dans la mesure où ses revenus constituent l'une des ressources financières les plus importantes dont le Maroc a toujours dépendu pour sa relance économique, le tourisme sexuel. Le seul film marocain sur Netflix au niveau mondial, l'unique film de la plateforme qui représente les Marocains, traite de la prostitution. Ce film s'intitule Zinlifik ou Much Loved et raconte l'histoire de 4 prostituées tout au long de 2 heures. On y découvre une partie de leur vie nocturne, y compris leur recherche de clients à Marrakech en compagnie de leurs proxénètes. Comme on pouvait s'y attendre, le film a été interdit au Maroc et a fait l'objet d'une campagne de critique acerbe ayant atteint le stade de la haine abjecte. Les gens ont exigé le retrait de la citoyenneté et même l'exécution du réalisateur, des actrices et des acteurs. Cependant, la décision d'interdire Much Loved lui a donné une grande visibilité, non seulement au niveau local, mais aussi dans le monde entier. Elle a montré que des traditions dépassées influencent encore des sociétés comme le Maroc, mais elle a également soulevé la question de la prostitution et du tourisme sexuel. L'actrice qui incarnait le personnage principal a été attaquée dans la rue et même la police s'est jointe à cela pour se moquer d'elle au lieu de la protéger. Non seulement elle n'a pas été soutenue par ses collègues, mais de nombreuses actrices l'ont également critiquée. Elle a donc fui le pays pour une nouvelle vie. D'où je viens, les célébrités ne se giflent pas sur scène comme le font celles d'Hollywood. Au lieu de cela, elles se jettent des sorts de magie noire dans les coulisses. Sneaky Showbiz vous invite à découvrir l'univers impitoyable du showbiz dans les pays en développement, une industrie où règnent les méchants qui maîtrisent les arts de la manipulation, du coup de poignard dans le dos, de la jalousie, de la haine, de la rivalité et de la cruauté. C'est un Maroc parallèle, rempli de vignettes vivantes du monde merveilleux et insolite de Rekia, un monde qui dépassera votre imagination la plus folle et qui mérite d'être découvert. Ce livre révèle ce que l'on cache dans une société centrée sur les apparences. Il vous permettra d'ouvrir les yeux en prenant conscience de ce qui se passe dans un monde où gagner à tout prix est le principal objectif de chaque participant.